pour les responsables au niveau de leurs établissements. Bien sûr, quand je parle d'établissement, je m'adresse comme dans le cas, c'est le cas à notre niveau, donc les établissements donc au niveau des unités de soins, on a des polycliniques, on a des centres de santé et on a des salles de soins. Donc, même à ce niveau-là, donc on doit être efficace, on doit être efficient. Et donc, pour avoir des résultats. Bien sûr, on doit avoir des objectifs. Donc, les objectifs, bien sûr, c'est dans un cadre plus global. Le projet d'établissement, on a les contrats d'objectifs et de performance. Donc, la constitution, donc, pour arriver donc, au cadre juridique. Tout ça doit se faire avant tout dans un cadre juridique bien précis. Donc, il y a ce qu'on appelle la pyramide juridique d'un État. Donc, ça commence par la Constitution et ça se termine par un arrêté. Donc, on passe par les lois organiques, les lois donc, ordinaires, législatives, et on passe au décret, donc un décret présidentiel, un décret exécutif, et bien sûr, on passe aux arrêtés. Aux arrêtés sans rentrer dans les détails. Ensuite, on a donc les circulaires, on a les instructions. Donc ça, c'est tout ça. Donc nos activités doivent être donc ancrées et cadrées par un cadre juridique. Dans ce cas-là, donc on a la Constitution algérienne donc qui nous parle donc de la santé, l'accessibilité, donc pour l'ensemble des citoyens, notamment donc les soins de base et la prévention qui sont donc gratuits. Ensuite, on a la loi de santé 1811 relative à la santé du 2 juillet 2018, donc qui annonce clairement la gratuité des soins et bien sûr tout ce qui concerne les soins de base, les soins primaires, secondaires, tertiaires, donc comme c'est mentionné dans cette loi-là, bien sûr. Et ensuite, on a les décrets exécutifs 0740 qui portent organisation, création et fonctionnement des EPH et des EPSP, donc les structures de santé donc, de proximité, dont ces unités font partie. Et on a bien sûr le statut particulier 2024 des professionnels de la santé, le numéro 24 et 409 et numéro 24 de 422 à 427 les articles. On a le 409 concernant les médicaux, le personnel médical. Et pour rajouter, il y a les feuilles de route de 2022 donc l'émanant du ministère de la Santé, 2022 et 2024, ce qu'on appelle le PAN 1 et le PAN 2. Donc, c'est des feuilles de route qui nous permet donc de suivre et de réaliser. Donc, c'est bien tracé, il y a des objectifs, je pense, tous les établissements de santé ont été destinataires donc de ces feuilles de route de 2022 et 2023. Je pense que le PAN 1, c'est environ 39 pages et le PAN 2, c'est 35 pages. Donc, il y a une feuille de route qu'on doit suivre et réaliser, bien sûr, en l'adaptant à notre réalité interne au niveau de nos établissements, des établissements de santé. La Constitution algérienne de décembre 2020, donc il y a l'article 66 qui parle de la santé et l'article 67 donc, qui nous parle de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles. La loi donc 11 relative à la santé, l'article 3, objectifs et principes de système de santé. L'article 6 et 7, l'organisation, il parle de l'organisation du système de santé. L'article 15 à 18, il parle des soins de santé de base, donc c'est le sujet. L'article 24 à 26, et il nous parle de la responsabilité des professionnels de la santé, donc y compris bien sûr tous les professionnels de la santé, y compris le personnel qui exerce au niveau des unités de soins de base. Quant au décret exécutif numéro 0740 du 19 mai 2007,
Donc, il y a l'article 2, donc, qui parle de la création d'établissements publics de santé de proximité. L'article 3, les missions, qui détermine les missions de prévention, de soins de base et de la promotion de la santé. On a l'article 6, organisation interne des structures de base. Et l'article 11, il nous parle des responsabilités du médecin-chef de structure. L'article 4, définition du corps et mission générale pour le statut particulier. Donc, il y a l'article 4 qui définit les corps et les missions générales. L'article 6 à 8, les missions générales du personnel de santé. L'article 13, de participation à la continuité du soin du service public, parce qu'il y a des principes fondamentaux du service public, donc dans les établissements de santé font partie, donc ils ont une mission de service public, et ils sont des services publics. L'article 21, des responsabilités professionnelles et hiérarchiques. L'article 29, obligation de formation continue, donc la formation, c'est un droit, c'est une obligation aussi. Les articles 37 à 39, obligations déontologiques, donc on parle de la déontologie en général et de l'éthique. Les articles, donc l'article 55, participation à la gestion et à l'organisation du service. Donc, vous voyez, donc c'est l'ancrage juridique et la base du fonctionnement des établissements de santé et notamment les unités de base de santé, donc qui fait partie intégrante de ces établissements. Donc, les fondements et le principe. Donc, on peut dire que c'est le cadre juridique, c'est le squelette, donc, mais le management, c'est ses organes et c'est son esprit. C'est le management. C'est lui qui nous permet donc d'avancer, mais avancer clairement et lucidement. Donc, avancer dans le cadre de la réglementation en vigueur, dans le cadre des lois de la République. On ne peut pas sauter, même avec des bonnes intentions, ne suffisent pas. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc la loi, c'est un cadre infranchissable. On doit la respecter, même quand on a des contraintes sur le terrain. Je sais que moi, avant, j'étais gestionnaire, donc j'étais directeur des ISP. Je sais les contraintes, je connais les contraintes du terrain. Mais on doit toujours respecter la réglementation et les lois de la République, parce que même avec les bonnes intentions, ça ne peut pas nous pardonner. Quand on commet des erreurs et des fautes, eh ben, personne ne voit aux attentions. Donc, on est obligé donc, de se soumettre à la loi et à la réglementation, même si on a des contraintes. Si on a des contraintes, on écrit, on s'adresse à notre tutelle et les organes de droit compétents pour trouver des solutions, même s'il faut donc modifier, parce que la loi elle est modifiable, et la réglementation elle est modifiable. Donc on peut toujours modifier, donc annuler et revoir ces textes, même quelquefois ils ne sont pas très adaptés ou ils ne répondent pas à la résolution de contraintes sur le terrain. Donc, pour les principes, les fondements du management. Donc, le management, donc la plupart des établissements des cadres, ils ont une petite idée, mais peut-être que nos médecins et nos paramédicaux n'ont pas une bonne idée donc, de quoi s'agit-il exactement. Donc, le management, on doit commencer par ces 5 principes. On peut ajouter même un sixième. Donc, il faut toujours commencer par la planification. Donc, on doit planifier nos activités. Les activités de soins, on doit les planifier, les planifier dans le temps et dans l'espace. L'organisation aussi. Donc, on doit faire ça dans un cadre organisationnel. Donc, on ne fait pas ça dans l'anarchie. Donc, si on est bien organisé, ça va nous permettre d'arriver à nos objectifs et aussi donc, de limiter, donc, de cadrer notre travail et de déterminer les responsabilités. Parce que c'est important de voir on doit faire quoi et qui fait quoi. C'est important.
et comment le faire ensuite. Donc, il y a la direction, c'est donc se diriger dans un sens commun. Donc, c'est ça la direction. C'est comment donc travailler ensemble, parce que le travail dans la santé, comme beaucoup de secteurs, c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas le travail d'une seule personne. Même si on est responsable, on doit avoir des collaborateurs. Donc, il faut penser comme ça. Il faut réfléchir dans ce sens. Donc, il faut agir dans ce sens. On doit travailler en équipe. On ne peut pas faire ça seul. Ce n'est pas possible. Donc, on doit travailler ensemble. Et quand on travaille ensemble en groupe, c'est une équipe. Donc, on doit avoir des tâches, se répartir les tâches convenablement. Chacun doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire et comment le faire. Et l'échéance. Et jusqu'à quand est-ce le faire? C'est commencer et quand est-ce le terminer? Donc, c'est ça le travail. Donc, la coordination, le responsable de l'unité de base, que ce soit donc un médical ou un paramédical, donc c'est avant tout, il doit coordonner ses actions. C'est un chef d'orchestre. Donc, il a une responsabilité technico-administrative. C'est vrai qu'il est médecin ou c'est un paramédical, donc c'est un technicien, mais il a donc une mission administrative. Donc, c'est lui qui coordonne, c'est le pont. C'est lui le pont entre l'administrateur et le technicien. Donc, sa tâche, elle est vraiment importante. Quand on a un problème dans ce sens, il y a un grand problème donc, dans l'exécution des instructions et la manière de faire, c'est comment faire le travail. Donc, on a un problème. Donc, l'information, donc la transmission et la circulation de l'information et la communication. Il a un grand rôle en matière de communication et d'information dans les deux sens. Dans les deux sens, ça veut dire vers le personnel de l'unité de base et vers son administration. Ensuite, il y a le contrôle. Bien sûr, à un moment donné, on doit effectuer un contrôle. Comme on le dit, la confiance c'est bien, mais le contrôle c'est mieux. Donc, il faut qu'il y ait toujours un contrôle. Le contrôle, bien sûr, c'est pas dans le sens péjoratif, où c'est un truc de montrer son autorité. Non, le contrôle, il va nous permettre donc de mesurer, donc de voir est-ce que les choses sont bien faites, et elles sont faites dans le sens. Donc, comme c'est décidé, comme ça a été décidé, donc suivant des schémas ou des protocoles, ou bien sûr des manuels ou des guides de gestion, dans le cadre de gestion ou même dans le cadre de technique. Parce que le contrôle, il faut le faire dans le cadre de l'administration, l'activité administrative, mais aussi, il faut le faire aussi dans le cadre des activités médicales et paramédicales. Bien sûr, on peut rajouter les variations. Un contrôle, il se termine toujours par un reporting, donc un rapport. Donc, c'est le rapport d'un contrôle. Donc, on doit déterminer les bonnes choses et les excès, les mauvaises choses. Quand il y a des dépassements, quand quelqu'un travaille d'une manière donc, qui n'est pas adéquate donc, au schéma et au protocole et au guide. Donc, on doit, parce que ça ne veut pas dire que tout le monde, quelquefois l'habitude, elle prend le dessus. Eh bien, il y a des gens qui sont habitués à faire des choses, même à les faire donc de la mauvaise manière. Donc, quelquefois, ces choses-là sont faites d'une manière erronée, eh bien, on continue à le faire. Donc, c'est important. Donc, c'est vrai, il y a la formation d'un côté qui va nous permettre de modifier nos comportements et de corriger nos fautes et nos erreurs, et notre manière de travailler, de les améliorer parce qu'il y a toujours du nouveau, comme dans le technique, le médecin ne peut pas s'arrêter en 1970. Donc, il va donner des ordonnances pour des médicaments qui ont disparu du marché. Donc, ça s'est arrivé à un certain moment parce que les gens ils ont arrêté de faire leur formation, d'être à jour. Donc, ils sont dépassés par la technologie, par les techniques et par le temps. On termine par une évaluation. Bien sûr, l'évaluation,
aussi, c'est important. Donc, c'est cette évaluation qui va, donc, tout ce qui est bien fait, tout ce qui est à corriger, à refaire. Donc, les décisions à prendre, donc formation ou autre chose. Donc, la continuité du service public. Qui va être le titre? Donc, la continuité du service public, c'est un principe donc, fondamental pour les gens donc, qui ont une idée du fonctionnement de c'est quoi le service public. Donc, le service public, il doit assurer des activités continues dans le temps et dans l'espace. Donc, c'est un principe fondamental. C'est comme donc, je pense que ce principe, il est bien clair au niveau du secteur de la santé, parce que c'est parmi les secteurs donc, qui fonctionnent H24. Qui fonctionnent H24 la plupart du temps, surtout où on a donc, pour les EPH et les CHU, mais aussi où il y a des urgences. Donc, même au niveau donc, des unités de base, donc il y a des polycliniques. On sait que beaucoup de polycliniques abritent donc une urgence. Une urgence, donc c'est pour être près du citoyen, donc leur faciliter l'accès, parce que l'accessibilité, c'est un principe fondamental au niveau que ce soit dans la loi de la santé ou dans les autres textes réglementaires. Donc l'équité et l'accessibilité, donc l'équité et l'accessibilité, donc aussi c'est des principes fondamentaux, donc ils sont dans la loi de santé. Donc, tous les citoyens doivent, donc ils sont traités de la même manière, donc ils doivent donc bénéficier de soins de santé dans le temps et dans l'espace. Quand je dis dans l'espace, ça veut dire le malade au nord, donc il a les avantages donc, de recevoir des soins. Donc celui qui est dans les hauts plateaux, c'est la même chose. Et même quelqu'un qui est au niveau de l'extrême sud, donc ils doivent avoir cette possibilité de se soigner et d'avoir des structures de soins donc, qui sont donc, assez proches d'eux pour pouvoir donc, bénéficier du service de ces prestations médicales et paramédicales. Donc l'accessibilité aussi, donc c'est une affaire, donc c'est lié, avec cette équité. Donc la structure de santé, donc ne doit pas être isolée, elle est bien indiquée, donc les panneaux de signalisation bien signalés. Donc tout ça donc, peut faciliter donc l'accès aux soins. Surtout quand on adopte le principe de la gratuité, donc on n'a pas de contraintes, même financières, donc, avec le principe de la gratuité. La qualité et la sécurité du soin, donc aussi c'est des principes, donc on doit avoir des soins de qualité et une sécurité de soins aussi, donc, qui est acceptable par rapport, donc, si en relation avec la qualité des équipements et bien sûr l'architecture qui doit être adaptée, donc c'est un petit peu pour éviter le maximum et les comportements aussi, et avoir les traitements donc, adéquats pour éviter qu'il y ait donc, des infections nosocomiales et avoir des accidents dans la pratique donc, concernant donc, la prédication des soins. Responsabilité et redevabilité, le personnel de la santé, il est responsable de ces actes. Donc, il y a la responsabilité, donc il y a donc, elle peut être donc, civile et elle peut être aussi pénale et administrative. Donc, il y a trois possibilités, trois faces de la responsabilité. Donc, il faut tenir ça, qu'un médecin ou paramédical donc, qui fait son travail,
donc il doit le faire, il doit donc doit le faire conformément au protocole et au schéma préétabli, dans des conditions aussi qui sont bien déterminées d'avance. Donc, parce que ça engendre une responsabilité. Donc, on ne doit pas utiliser quelque chose, donc un outil qui est souillé. Donc, ça nous pousse donc, à la stérilisation, par exemple. Donc, la stérilisation, c'est un moyen important donc, qu'on doit respecter. La séparation entre le sale et le propre, on doit le faire aussi. C'est une nécessité absolue. On ne doit pas mélanger. Donc, tout ce qui peut engendrer donc une infection nosocomiale ou un problème de santé, donc on doit l'éviter. Bien sûr, on se conforme aux conditions de qualité et de sécurité. Parce qu'il y a derrière une responsabilité qui est engagée. Et donc, la redevabilité, elle va dans le même sens. La responsabilité, donc, tout le personnel de santé, il est redevable à l'État, redevable au malade, redevable avant tout à son administration, à son directeur, et redevable, redevable même à la justice, quelquefois. Donc, c'est tout à fait normal. L'orientation patient. Mettre le patient au cœur des décisions cliniques. Donc, le PAM, il parle du patient. La loi de santé aussi, elle parle de l'orientation du patient. Donc, c'est mettre le patient au cœur des décisions cliniques. Donc, le centre de notre activité, de notre mission, c'est, pour être plus précis, donc c'est le patient. Le patient, il est le centre de tout projet. Quand on parle de projet d'établissement, eh bien, on a le malade, le patient qui est au cœur de ce projet. Quand on parle d'un contrat de performance, d'objectif de performance, le patient, il est au cœur de ça. La mission d'un établissement de santé, eh ben, son cœur battant, c'est le patient. S'il n'y a pas de patient, eh ben, on n'aura pas d'établissement de santé. Donc, c'est pourquoi donc, il faut respecter ce patient. Il faut le respecter. Quelquefois, je sais, quand on a affaire au public, quelquefois, ce n'est pas facile. Donc, c'est un peu, la communication, elle est un peu difficile, hein, parce qu'il y a des mentalités, il y a des niveaux intellectuels qui sont différents, il y a des situations, donc, quelquefois d'urgence et de stress, donc, qui ne facilitent pas la communication, et bien sûr, avec le malade. Mais on doit se mettre dans la tête toujours que ce malade, s'il n'était pas stressé, s'il n'est pas dans le besoin, s'il n'est pas dans la douleur, eh bien, soyez certain qu'il ne sera pas à votre niveau. Il ne viendra pas. Donc, c'est tout ça qui fait que ce malade, il est là, ce patient, il est là. Donc, les gens, même si c'est pas quelquefois, c'est pas une urgence, mais quand il a mal, ou il croit qu'il a mal, quelquefois, c'est un truc psychologique. C'est mental, c'est pas physique. Donc, quelquefois, il y a des maladies psychosomatiques. Donc, c'est des trucs physiques qui sont en relation avec la psychologie du malade. Donc, on doit tenir compte de ça. On doit tenir compte de ça. Donc, amélioration continue, adopter donc, des pratiques pour perfectionner les services offerts. L'amélioration continue, c'est un principe donc, qui a été créé par les Japonais dans les années fin 50 et qui s'est développé à travers le monde. Donc, il a été très utilisé pendant très longtemps. Il est encore utilisé donc, au niveau notamment dans l'industrie automobile et dans les entreprises. Mais c'est qu'on a emprunté donc, à l'entreprise, qu'on a introduit au niveau des établissements de santé. Donc, c'est un principe fondamental. On doit tenir compte et pour adopter des pratiques et pour perfectionner les services publics. Donc, on doit toujours essayer donc d'améliorer, d'évaluer notre travail, nos activités
et essayer donc de les développer, de les perfectionner pour que le service donc, qui est offert aux patients, donc il est toujours amélioré et toujours de bonne qualité. Donc il y a toujours des vices de qualité, donc on doit toujours corriger ça. Le travail en équipe, donc comme je viens de le dire précédemment, la santé, c'est le lieu où le travail d'équipe doit se faire et présent, il y a des gens qui pensent de cette manière-ci. De cette manière, ça veut dire qu'on doit transmettre une bonne information pour que le responsable, bien sûr, soit content, satisfait. Non, on doit être objectif. Ben, quand on demande des informations, des données, on doit donc remettre des données fiables, justes. On doit avoir des CEPOR, donc des registres et des fiches, donc avec des écritures. Donc dans les finances, des écritures comptables qui sont justes et fiables. Et pour l'information sanitaire, aussi on doit avoir donc des supports, donc des écritures qui sont justes et qui sont fiables. Et transmettre ces informations-là, parce que c'est le système d'information, c'est lui qui va déterminer donc la qualité de nos indicateurs et la qualité de la performance de nos établissements. Et le résultat, bien sûr, finaux. C'est important donc de comprendre ça. Donc, définir les objectifs dans le cadre de la gare. Donc, la définition d'objectifs clairs, mesurables et essentiels pour orienter les efforts et assurer la cohérence dans la gestion des unités de base, améliorant ainsi les résultats globaux. Deuxième point, mesurer les progrès. Évaluer régulièrement les progrès par rapport aux objectifs fixés. Permet d'identifier les écarts et les besoins d'ajustement, garantissant ainsi que les stratégies restent efficaces et pertinentes. Donc, la mesure, donc, on doit mesurer donc d'une manière périodique. On doit le faire périodiquement. Ça peut être mensuel, ça peut être trimestriel, ça peut être semestriel, mais on doit avoir donc une mesure donc périodique de nos objectifs. Ajuster les stratégies. Donc, une fois donc, on mesure les progrès, on ajuste les stratégies. Parce que quand on parle d'objectifs, on a deux types d'objectifs. On a l'objectif stratégique, donc qui est déterminé par le staff. Donc, ça peut être une partie de ces objectifs sont tracés par le ministère ou au niveau local par la DSP.
il y a des objectifs stratégiques locaux qui sont tracés par la direction de l'établissement. Il y a un autre type d'objectifs, c'est les objectifs opérationnels. Donc, les objectifs opérationnels, c'est des objectifs d'exécution. Donc, c'est par rapport à quand on exécute un objectif, donc pour la réalisation d'un objectif stratégique, on a besoin d'un ou de plusieurs objectifs opérationnels parce qu'on est obligé de diviser cette action en plusieurs actions, ce qu'on appelle l'activité. Et ces activités, donc, on doit les réaliser sur le terrain. Sur le terrain, ce qui fait donc on doit avoir ce qu'on appelle les objectifs opérationnels. Donc, on intervient donc sur le terrain pour les réaliser. Ces objectifs, ils sont généralement à court terme. Donc, c'est des objectifs d'un mois, de 3 mois, de 6 mois, 9 mois, moins d'une année. Donc, il faut adapter donc, les stratégies en fonction des résultats et des évaluations est crucial pour atteindre les objectifs fixés, permettant une gestion proactive et réactive dans un environnement dynamique, parce que ça bouge. Donc, l'environnement, il est incertain. Donc, quelquefois, c'est une grande incertitude. On est obligé, donc là, notre approche et notre vision doit rester dynamique. Donc ça bouge, ça change, et donc on doit toujours s'adapter dans l'importance de ces évaluations périodiques. Donc c'est d'arriver donc à avoir des écarts et de se corriger. La méthode PDCA, c'est une autre méthode donc, qui a été développée dans les années 60, fin 50. Donc, cette méthode, elle nous permet donc de planifier, de développer et de vérifier et d'agir. Les 4 temps, ce qu'on appelle, on l'appelle aussi la roue de Deming, parce que c'est M. Deming qui a inventé cette approche. Donc, c'est une roue donc à 4 temps avec une quelle dans une pente, pour laquelle donc c'est le capital expérience. Donc, on va toujours capitaliser notre expérience. C'est important de le capitaliser. Ça commence donc tout par une planification. Donc, la phase de planification consiste à définir des objectifs clairs et à établir des stratégies pour atteindre ces objectifs en tenant compte des ressources disponibles et des contraintes externes. Donc, on parle de ressources humaines, notamment, à la une, ressources humaines, financières et matérielles. Donc, tout ça, donc, on doit essayer donc, de tenir compte et des contraintes externes, on doit tenir aussi. Parce qu'il y a des contraintes internes et qu'on doit dépasser, donc surpasser, en travaillant en équipe toujours, et les contraintes externes, parce que c'est un environnement donc, qui est caractérisé par une grande incertitude. Donc, développer, dans cette étape, les actions planifiées sont mises en œuvre, impliquant la mobilisation des ressources et la coordination des efforts pour garantir que les processus se déroulent comme prévu. Donc, vérifier, donc, après le développement, on doit toujours s'assurer de vérifier. Donc, la vérification implique l'évaluation des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés en utilisant des indicateurs de performance pour identifier les écarts et les domaines nécessitant des améliorations. Donc, c'est important d'avoir cette évaluation et d'avoir des audits, même l'audit. Agir, cette dernière étape consiste à prendre des mesures basées sur les résultats de la phase de vérification en ajustant les stratégies et en intégrant les leçons apprises pour améliorer les futurs cycles. Donc, c'est en général, c'est ça la méthode PDCA de M. Deming, développée par Deming. Donc, le plan d'action du ministère de la Santé, PAM 1 et PAM 2. Donc, dans le plan d'action de 2022, donc, j'ai pris trois paramètres. Je me suis basé sur les soins de base, la prévention et les urgences.
parce que le PAM, il y a les ressources humaines, il y a les équipements, peut-être qu'on va donc essayer de consacrer une autre communication pour ça. Donc, accessibilité, donc le PAM, c'est un ensemble d'axes. Donc, il y a 7 axes. Donc, j'ai pris quelques axes donc, en relation directe avec le sujet. Donc, accessibilité aux prestations de santé. Comment le ministère de la Santé voit donc cette accessibilité dont on a déjà parlé auparavant. Donc, il y a un objectif général. Donc, améliorer l'accessibilité, la qualité et la continuité des prestations de santé. Améliorer l'environnement des structures de santé. Donc, renforcement de l'hygiène, sécurité interne et externe, formation du personnel, campagne d'embellissement. Donc, l'objectif 2, c'est faciliter l'accès du malade au service, information et orientation du patient, charte du patient, numérisation des établissements, amélioration de l'accueil. Donc, l'objectif 3, organiser le circuit de prise en charge du malade, donc médecin référent, réduction des délais d'attente, dossier médical électronique, organisation des transferts. Donc, l'axe 2, prévention et services médicaux. Donc, on a un objectif général. Donc, renforcer la prévention, améliorer la qualité des services médicaux et moderniser le système de soins. Objectif 1, généraliser la contractualisation. Donc, contractualisation de 100% des EPS, tarification des actes, logiciel patient, formation et supervision. Objectif 2, donc contractualisation avec la sécurité sociale, sélection des établissements pilotes, liaison EPS, sécurité sociale. EPS, c'est établissement public de santé. Donc, points focaux, on a besoin de déterminer les points focaux, suivi, évaluation. Objectif 3, donc réduire les infections nosocomiales, redynamisation des CLIN, protocole et bonnes pratiques. Donc, c'est le CLIN, tout le monde le connaît, je pense. Donc, c'est le COVID, de lutte contre les infections nosocomiales. Donc, protocole et bonnes pratiques, sensibilisation du personnel. Objectif 4, améliorer le système d'information sanitaire. Parce que c'est la base de tout changement, des objectifs, des stratégies. Donc, le système d'information sanitaire. Restructuration des services de prévention, clarification des missions Sénat. Objectif donc 5, équité territoriale et classification des EPS. Donc, il y a des choses qui vont venir, donc, qui sont réalisées même au niveau, donc il y a des trucs qui sont en relation avec le ministère de la Santé. Actualisation des classifications, réduction des inégalités territoriales. Axe 6, donc gestion des urgences. Objectif général, donc, améliorer l'accessibilité aux soins d'urgence et réduire les délais de prise en charge. Donc, l'urgence, c'est la vitrine d'un établissement. Objectif 1, donc, accessibilité et organisation des urgences, cartographie des urgences, schéma directeur d'organisation, numéro vert et plateforme numérique, renforcement des capacités d'accueil. Objectif 2, circuit des patients aux urgences, standardisation de la prise en charge, triage et orientation, réduction des délais d'attente. Axe 7, accompagnement des pôles d'activité, notamment pour les pôles qui sont dans les zones éparses et dans le Grand Sud. Objectif G, renforcer l'offre de soins spécialisés et réduire les transferts sanitaires. Jumelage et parrainage. Révision du cadre réglementaire, création de pôles d'activité, mesures incitatives pour les intervenants. Objectif 2, télémédecine et soins de proximité, relance de la télémédecine, généralisation des soins à domicile, déploiement des équipes mobiles. Donc, le plan, ça, c'est donc la feuille de route 2022. Dans le plan d'action 2024, donc, ils ont donc, reconduit les mêmes axes. Donc, on se base toujours sur les soins de base, prévention et urgence. Donc, les objectifs généraux, amélioration de l'état de santé de la population,
réduction des inégalités territoriales, renforcement des soins de proximité, amélioration de la prise en charge des urgences. Donc, renforcement du cadre juridique de la prévention, mise en œuvre de la charte du droit des patients, développement de la veille sanitaire, lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles. Donc, vous savez qu'on traverse donc, une transition démographique et épidémiologique. Donc, on a les maladies transmissibles d'un côté et on a les maladies non transmissibles qui se développent aussi de l'autre côté. Donc, c'est une situation qui est un peu difficile parce que c'est une transition démographique et épidémiologique. Adoption de la loi relative à la prévention, redynamisation des programmes nationaux de santé, mise en place donc, de 58 PMI de référence, transformation de 900 salles de soins en centres de santé, parce que les centres de santé, un certain temps, donc on n'a que les polycliniques et les salles de soins, et on a supprimé les centres de santé. Ensuite, on est revenu vers, donc on est en train de revenir donc, dans le PAM 2 au centre de santé. Renforcement des structures de soins de proximité, polycliniques assurant la couverture H24, développement des équipes mobiles, généralisation des soins à domicile, la santé. Donc, soins de base, digitalisation. Donc, digitalisation, c'est numérisation. Généralisation du dossier médical électronique, le DEM, numérisation des rendez-vous et de la file d'attente, plateforme numérique pour les patients, gestion électronique des activités pharmaceutiques. Donc, pour l'urgence, réduction des délais de prise en charge, amélioration de l'accessibilité aux urgences, sécurité des patients et du personnel, continuité des soins en situation de crise. Donc, action structurante. Cartographie nationale des urgences, schéma directeur d'organisation des urgences, numéro vert au niveau des DSP, plateforme numérique de gestion des urgences, renforcement des capacités, normalisation des polycliniques H24, renforcement des capacités d'accueil, création de pools de garde de spécialité, formation des médecins urgentistes et infirmiers de tri. Résultat attendu. Donc, une meilleure accessibilité aux soins de base, une réduction des délais d'attente, une réduction des inégalités régionales, amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Importance du management des unités de base de santé. Un management efficace et essentiel pour assurer la qualité des soins primaires offerts aux patients, optimiser les ressources et favoriser un environnement de travail collaboratif et productif. Donc, en conclusion, un management efficace des unités de base de santé repose sur un cadre juridique clair, des outils modernes de gestion et une implication active des professionnels de santé dans un cadre structuré, organisé et orienté sur une chaîne de soins continue et bien contrôlée. Merci pour votre attention. Oui, bien sûr. Si vous avez des questions à poser, je suis là pour répondre. Merci. Plus 280. Le sujet, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, comment appliquer un bon plan de
هذا ما أحسب الكوستيون. شكرا. واش نقولوا له نريبونديو عليه ولا؟ لا شكون المسيو هذاك السلام عليكم. الأحمر هذا عماد قال لي قريتني نفع الخميس. Dernière question. وراهي. S'il vous plaît, monsieur, comment appliquer un bon plan de communication? Un bon plan de communication. Donc, pour le plan un bon plan de communication, comment appliquer un bon plan de communication, donc le PSP de Baume-Tâche. En fait, pour les plans de communication, donc, on a des situations. Donc, il peut s'agir d'une communication de crise, donc avoir un plan de communication durant une crise, comme ça s'est passé dans le cas de la crise donc, du Covid. Il y a même donc, des recueils donc, qui ont été développés par le ministère de la Santé donc, durant la deuxième vague du Covid. Donc, mais ce qui est sûr qu'un plan de communication, donc il doit s'articuler premièrement le principe donc, dans le cadre de management participatif. Un plan de communication, donc c'est le résultat d'un travail d'équipe. Donc, on a le responsable, bien sûr, et on a le chargé de communication, et on a les gens donc, qui sont donc, concernés par ce plan de communication. Donc, si on fait un plan de communication destiné, par exemple, aux unités de soins, donc on doit déterminer, donc identifier, est-ce que c'est dans une polyclinique, dans un centre de santé ou dans une salle de soins. Donc, parce que tout dépend de notre activité. Et qu'est-ce qu'on a? On doit bien sûr désigner nos activités. Qu'est-ce qu'on est en train de faire dans cette entité-là? Donc, si on a donc, la radio, on a le laboratoire, on a les urgences, et on a donc, les consultations spécialisées, on a une maison de diabète. Donc, vous voyez, donc, ça devient un petit peu, le plan, il est plus complexe. La première des choses donc, doit s'articuler sur les gens qui sont concernés. Donc, on doit identifier le personnel, l'activité, et on doit bien sûr déterminer donc, les patients. Donc, on s'adresse à quels sont les patients qui sont donc le destinataire de ce plan de communication. Une fois donc le diagnostic il est fait, aussi, on doit s'articuler aussi sur, par exemple, les requêtes. On doit étudier. Donc, c'est important d'avoir des supports parce qu'un plan de communication, on ne le conçoit pas comme ça. Donc, il y a des objectifs derrière ce plan de communication. Même un plan de communication, il a des objectifs. On doit réaliser des objectifs. Donc, comment donc, arriver donc, au patient pour le faire comprendre des choses. Donc, premièrement, dans un plan de communication, on doit avoir donc l'activité, notre activité, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est pour la présenter au patient. Il y a une partie donc, de cette donc l'équipe elle-même.
donc les concernés, les acteurs. Qui sont les acteurs donc, au niveau de cette entité-là? Donc, que ce soit dans un établissement ou dans une unité de soins. Eh bien, donc notre activité, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mais aussi, on doit avoir l'information et les données qui sont très importantes pour élaborer un plan de communication. Par exemple, avoir des requêtes. Des requêtes, donc, les requêtes, donc ça tourne autour de quel. Est-ce que c'est dû à l'activité, c'est dû donc à l'hygiène, donc on doit connaître tout ça. Donc on doit avoir les différentes requêtes, les étudier. Aussi, il y a les registres de doléances qu'on doit exploiter. C'est dommage. Donc il y a donc c'est une obligation d'avoir un registre de doléances. Mais est-ce que les responsables sont en train d'exploiter ces registres de doléances? Donc un registre de doléances, donc il peut déceler donc des informations précieuses quant au fonctionnement dans de cet établissement ou de l'entité de soins. Parce que on voit, donc, est-ce que les malades, donc, ils sont contents? On doit avoir des choses positives. Quelquefois, donc, ils écrivent qu'ils sont contents, il y a des trucs personnels, mais en même temps, ils posent des problèmes, quelquefois, des problèmes. Donc, ce registre, il doit être exploité. Parce que c'est important de connaître nos faiblesses. Un plan de communication, donc, il est directement donc, lié à l'approche donc SWOT, à l'analyse SWOT et à l'approche à la méthode SMART. Donc c'est dans ce sens. Donc c'est un travail d'équipe, c'est un travail donc c'est un travail donc de management participatif, d'échange et on doit avoir donc le plan de communication. Donc il doit s'articuler autour de ça. Donc par rapport aux objectifs qu'on veut réaliser, des problèmes, donc on doit les connaître, on doit avoir un bon diagnostic. Donc on commence par le diagnostic et ensuite on essaye donc de réaliser, donc on va vers les objectifs de ce plan. Et bien sûr, on doit déterminer bien sûr la démarche donc adoptée par ce plan. Donc il y a une démarche, la manière, comment réaliser tout ça, comment passe, donc et les moyens. Donc, comment donc passer du diagnostic des forces et des faiblesses, aller vers les objectifs qui sont tracés, qu'est-ce qu'on veut de ce plan. Donc, la population cible, qui est donc, il peut être donc une partie dédiée au personnel et une partie donc aux patients, donc aux usagers. Et aussi les moyens qu'on doit mettre, donc les moyens donc, financiers, les moyens humains et matériels. Donc tout ça doivent figurer dans ce donc pour arriver donc à le faire réussir. Donc تعويض النقص في مجال التخصص. فيما يخص تعويض النقص في مجال الممارسين المتخصصين الطبيين في الطب النساء والتوليد، في الحقيقة هذا المشكل كان يعني مطروح منذ
منذ سنوات. المشكل في الممارسين في الطب والنساء والتوليد. هذا التخصص كما تخصصات اخرى يعني يخدموا غير ينجزوا المده تاعهم تاع المده تاع السيرفيس سيفيل، المده تاع المدنيه، الخدمه المدنيه. اغلبهم يعني 90% ولا ماشي اكثر يروحوا للخاص. من الخاص يفتحوا عيادات خاصه ولا يديروا عيادات، يخدموا في العيادات الخاصه. اذا هذا المشكل في الحقيقه والله يعني مشكل عويص، ولكن نظن باللي التدخل تاع الدوله كي دارت مع الضمان الاجتماعي، نظن باللي المؤمنين اجتماعيا هذا يعني حل مشكل كبير. لان في واحد الوقت كنا خدمنا ومدينا اقتراحات، ويعني كان يعني هذا المشروع اللي كان مخص بالامراض النساء والتوليد اللي شاف الضوء يعني على مستوى الوزاره تاعنا. يعني نظن باللي كي التوجه الى القطاع الخاص لاجراء لا سيما في مجال العمليات القيصريه يعني حل مشاكل كبار. لان المشكل الكبير كان دائما مطروح في الصيف. على بالكم باللي زياده الولادات يزيدوا بين جوان وبين نهايه سبتمبر، عندنا يعني حوالي 4 شهور حتى 5 شهور ستيلو بيك، يعني هي مرحله الذروه في الولادات. باسكو حتى دروك مع وسائل منع الحمل حتى لي زونفون دونك سون بروغرامي، يعني كل واحد يشوف يخرج عليه العطله ومنها حسابات يعني باش تكون يعني الميلاد تاع الطفل هذا. دونك سي بروغرامي، لي نيسونس سون بروغرامي ماهمش كيما كانوا بكري. اذا الحل هذا هو اللي نقص. دروك الامر الاخر في الولادات العاديه، هنا لازم دائما نزيدوا يعني تكوين تاع القبيلات، نزيدوا في الاخر. واما فيما يخص في المتخصصين، في المتخصصين الحل تاعنا هو دائما او لازم نزيدوا نكونوا العدد الكافي، ولازم هذا الاخصائيين في المؤسسات الصحيه يعني يلقاو اسباب الاستقرار. لازم نوفروا لهم اسباب الاستقرار على مستوى اما في يعني باش هذا الحلول النهائيه. اما في يعني الحلول الظرفيه لازم يكون تنسيق بين المؤسسات الصحيه على مستوى الولايه. هنا كل المؤسسات راهي تحت اشراف السيد مدير الصحه. اذا هنا لازم في المراحل هذه تاع الذروه، لان المشكل دائما يتطرح من جوان الى نهايه سبتمبر، هذه مرحله الذروه في الولادات. هنا لازم يكون تنسيق اكبر بين المؤسسات الصحيه. هذا على مستوى الولايه يكون اسهل. خارج الولايه هنا الامور راح تكون اصعب، لان لازم التنسيق بين مديريات الصحه فيما بينها. هذه ثاني جانب. اما الحل الثاني الاخر اللي ممكن يكون دائم انه نفتحوا عيادات، نفتحوا مؤسسات صحيه متخصصه في التوليد، هذه تكون عندها جانب دونك اوسبيتالو يونيفرسيتير. تكون يعني تكون لماذا؟ لانها تكون هي هذه المؤسسه كي يكون عندها مصلحه جامعيه في المتخصصه في التوليد ولا في غير التوليد ولا في تخصصات اخرى. هنا هذه المصلحه تولي هي تكون اطباء اخصائيين، وهذا حل اعطى النتائج تاعو بالنسبه للمصالح الاستشفائيه الجامعيه التي انشئت عبر بعض الولايات. لان التعديل تاع الصفر المرسوم التنفيذي 07/140 صرا فيه تعديل، والتعديل هذا في 2011 سمح بانشاء مصالح جامعيه
على مستوى المؤسسات الصحيه يعني لي او نيفو دي زو بي اتش. واش كاين des consultants ont bien atteint les objectifs et ont-elles transformé la situation des hôpitaux? Est-ce que les 20 années de la réforme hospitalière ont bien atteint leurs objectifs et ont... Est-ce que, donc, c'est des questions pièges. Donc, les 20 années, je pense que durant ces 20 années, donc peut-être plus, parce que احنا نبداو نقولوا باللي من 2000 فات هذاك هو يعني 2008 صار يعني الاخر، ولكن الاصلاحات هذه donc la réforme donc elle a commencé avant, même quand on était secteur sanitaire. Moi j'étais directeur d'un secteur sanitaire, donc même quand il y avait des secteurs sanitaires, donc depuis 81 décret musée 81 242 pour les anciens, nous avons يكونوا حفظوه. إذن il y a eu donc un travail qui a été fait. Donc il faut voir que l'État a mis les moyens, donc financiers et matériels, et même sur le plan ressources humaines. Donc les moyens. Ensuite, on a attaqué donc l'ère des réformes. L'ère des réformes, même le ministère de la Santé ou le ministère de la Santé de la réforme hospitalière. Donc aussi, il y a eu des améliorations. Donc il y a beaucoup d'améliorations. La santé, on peut dire ça va pas pour l'autre, mais je vais vous dire une chose. On est des vétérans du secteur. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'améliorations. Même les conditions de travail, donc de prise en charge. Les médecins, donc, ils travaillent actuellement dans de meilleures conditions. Les paramédicaux aussi. Les directeurs, les gestionnaires aussi. Donc, les conditions de travail étaient vraiment plus difficiles. Dans les années, donc, on parle des années 80, 90. Donc, il y a une amélioration. Il y a des résultats aussi. Il y a eu des résultats. On ne peut pas dire que rien n'a été fait, ou ça ne va pas, ou non, c'est faux. Il faut être objectif. Mais est-ce que on a le problème, est-ce qu'on a une évaluation rationnelle, objective, scientifique, qui a été faite d'une manière pour tout concernant l'évaluation de la réforme? On n'a pas ce travail. Donc, cette évaluation, elle est un petit peu éparpillée partout. Donc, pour quelle pathologie, dans les financements, pour les ressources humaines. Donc, elle est un petit peu divisée. Mais en général, on peut dire qu'il y a une bonne amélioration. Mais est-ce qu'on a atteint? Non. Est-ce que non, il reste beaucoup à faire. Donc, il y a toujours des insuffisances, il y a toujours des carences qu'on doit remédier. Je pense la plus grande insuffisance qu'on a eue, donc elle est en relation avec le management. Notre point faible dans le secteur de la santé, moi je parle de la santé, c'est un secteur qu'on connaît quand même, donc on a une faiblesse. Est-ce que donc on doit donc faire du management donc la pierre triangulaire dans les réformes à venir? Parce que on peut avoir les moyens financiers, on peut avoir les ressources humaines compétentes, on peut avoir donc le matériel développé technologiquement, sur le plan technologique, donc bien développé, mais on ne peut pas, donc sans avoir les résultats escomptés. Donc comment gérer tout ça? Donc c'est cette cohérence,
ses objectifs, si ce type d'information cohérent, si des plans de communication, si tout ça, donc il va nous permettre d'avancer et d'améliorer, et d'atteindre nos objectifs. Donc on doit avoir des objectifs. Donc on doit former notre personnel médical, paramédical et administratif. Le management ماهوش حكر على الإدارة. أنا إداري ولكن المانجمنت ماهوش حكر على الإدارة. Le management s'adresse à tout le personnel de la santé. C'est un travail d'équipe. Donc tout le monde doit avoir des connaissances de management, doit donc avoir l'accès donc à l'utilisation des outils, des instruments et des méthodes et des analyses du management pour pouvoir avancer. Donc on doit casser cette muraille qui sépare le technique de l'administratif et travailler ensemble, bien sûr, dans la même direction. On doit tracer les objectifs ensemble d'une manière scientifique, donc suivant donc les références du management, donc les manières du management, et faire tout ça ensemble et aller dans la bonne direction. Inch'Allah, donc beaucoup de choses ont été faites et beaucoup de choses restent à faire. بالنسبة السيد تحياتي سي فيفو أحمد تمرست. إذا أما فيما يخص هذه المحاضرة راح نبعثوها للجميع إن شاء الله. راني حضرت مع الجماعة تاع التقنيين هنا السيستم انفورماتيك دو لينماس، دونك راح اللي يحب يتيليشارجيها ما كان حتى مشكل. هاي عندهم، هاي سي راهي عندكم. تحياتنا سي فيفو. ربي يسلمك. تحياتي صح. سلم لي على كامل الناس تمرست. يبلغ ان شاء الله. شكرا. Structuration le circuit de prise en charge de malades par palier avec couverture juridique. Est-ce que le médecin qui déclare que le malade reçu doit être orienté vers les EPSP, est-ce qu'il est ouvert juridiquement? Premièrement, donc pour cette question, je n'ai pas bien compris DSS, EPH, Rouiba. Donc, ce que je peux vous dire, quand un médecin, donc, le médecin, donc, il oriente le malade. Donc, le malade, ou un administrateur, par le biais, donc, on a toujours un ordre de mission. Donc, ce médecin, ce responsable médical, donc ce responsable médical, donc je ne sais pas s'il y a la garde, donc ça doit passer par un directeur de garde ou non, mais ce qui est sûr que rien n'empêche que le responsable de l'unité de soins ait une dérogation. Il peut agir par délégation. La délégation, elle peut être donc accordée donc à quelqu'un, un cadre, donc par le directeur de l'établissement ou par le chef de service de l'établissement. Donc l'unité de base, si on a une unité de base, donc on a un chef de service, on a un coordinateur des activités, donc médical, donc un chef d'unité. Donc il peut agir par délégation. Il peut agir par délégation, à condition que le personnel, quand il se déplace, donc il doit respecter donc, les procédures donc, de l'évacuation du malade. Et bien sûr, mais pour les unités de base, je suis entièrement d'accord avec celui qui est donc, le DSS. Donc je pense qu'on doit donc, améliorer donc, le texte pour le rendre plus précis.
Mais dans le cadre de la délégation, on peut toujours agir par délégation. برك حبيت واش نزيد باسكو جي با في الاخر vers les EPSP. Donc c'est un EPSP donc qui oriente vers d'autres EPSP. Le PSP, donc, il assure des soins de base, donc, dans le cadre de l'urgence. Donc, le malade, normalement, le malade, quand donc, on n'arrive pas à le prendre en charge, on n'a pas les moyens, on le voit vers un EPH, parce que c'est ce qu'on appelle les soins secondaires. Donc, le PH, c'est les soins secondaires, un CH, c'est les soins tertiaires, donc ce qu'on appelle la réalisation des soins. سلمية العلاج ولا رئاسة سلمية العلاج جو بونس هذيك بالعربية. Orientation, ah oui, orientation d'allemand, très présente une pathologie simple, comme l'angine, des urgences, de l'APH, il y a une polyclinique, le médecin juge qu'il peut être traité par le médecin de la polyclinique. Ah, هنا شوف pour le PH, ou bien il s'agit d'une urgence, ou bien ce n'est pas une urgence, que ce soit au niveau de l'EPH ou au niveau du CHU ou au niveau des urgences dans une polyclinique, donc au niveau dans une santé de proximité, dans une santé, donc une structure de proximité. Ou bien c'est une urgence, ou bien ce n'est pas une urgence. Si c'est une urgence, le médecin, il règle le problème de l'urgence. Il règle le problème de l'urgence. Il n'oriente pas le malade. Donc, il lui donne, donc il le règle dans le cadre de l'urgence. S'il voit qu'il a de la fièvre, tout ça, il peut lui donner, donc il veut prescrire un médicament contre la fièvre, ou je ne sais pas, c'est technique. Mais ensuite, le médecin, il ne va pas lui donner une lettre, c'est pour aller ailleurs, ou donc il va dire la consultation normale. Donc, on a ou bien c'est une urgence, ou bien c'est une consultation. Donc, dans le cadre de l'urgence, on le prend en charge. Dans le cadre de la consultation, eh ben, donc il est orienté vers une consultation. Mais je suis avec une lettre ou là. Je pense me cacher. Je l'ai oublié. Voilà. C'est bon. Donc, je pense les questions Rasso. Donc, je ne sais pas, je vais parler. Je ne vois pas qui me présente. Donc, le médecin des urgences d'un EPH est submergé par les vrais malades d'urgence. Donc, il ne voit pas le malade qui ne présente pas une vraie urgence. Le malade vient réclamer au niveau de l'administration. Donc, pour dire concernant l'administration, là, le médecin, au niveau des urgences, donc, il est maître à bord. Donc, on ne peut pas s'ingérer dans les missions, donc dans les tâches d'un médecin. Donc, si le médecin il juge que ce n'est pas une urgence, il prend ses responsabilités. Mais il prend ses responsabilités parce que, quelle que soit l'urgence, elle n'est pas évidente, elle est cachée. On vient pour une douleur donc abdominale,
et bien finalement, il s'agit d'un IDM, il peut s'agir d'un IDM. وهذه عشتها أنا هذه عشتها dans la vie professionnelle تاعي. Donc, où un malade s'est présenté, heureusement que l'infirmier a dit au médecin, il a vu le médecin, il a vu le malade. Il lui a donné un traitement, un calmant pour le truc, c'est pour les douleurs, pour calmer les douleurs du ventre. Mais on بعد l'infirmier يدخل عنده قال له c'est un diabétique وجانا déjà في النهار وإل avait les mains trop منها. Et ben il était en train de faire un IDM, درنا له un ECG, et ben il était en train de faire un IDM, il a été évacué en urgence vers un CH pour être thrombolysé. Donc vous voyez, c'est pas que l'urgence quelquefois n'est pas claire. Donc c'est une responsabilité du médecin, mais l'administration ne peut pas obliger donc un médecin donc à prendre un malade dans le cadre de l'urgence, alors que le médecin il dit que ce n'est pas une urgence, donc il a le droit de ne pas le voir. Il a غلط, il peut la payer très cher. Quelquefois, on préfère donc perdre 10 minutes avec un malade que de perdre donc 10 mois dans les palais de justice. هذا الكونسيل تاعي هذا الكونسيل تاعي par l'expérience. Donc je vous remercie pour votre attention et نقولكم على خير ان شاء الله la deuxième partie ان شاء الله من le travail هذا باذن الله. Allez, on va. Merci. Recording stopped.